Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais donc vous parler de la question des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle qu'elle s'est située en Afrique, mais aussi la situation dans laquelle le continent africain vit aujourd'hui par rapport à cette notion extrêmement importante. Alors, il y a lieu de noter ici, de manière tout à fait claire, que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 s'inscrit à mi-chemin entre la conférence de Brazzaville en 1944, par laquelle le général de Gaulle a engagé, je dirais, sa volonté, exprimé sa volonté d'aller vers une forme de décolonisation, en tout cas libérer les populations africaines, et les indépendances en 1960. Mais entre la conférence de Brazzaville en 1944 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a eu une loi de décembre 1946, une loi française, qui a abrogé les travaux forcés dans les colonies. Ça signifie donc qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la situation de l'Afrique en matière de droits de l'homme concernait certainement les Africains, puisqu'ils étaient sur leur territoire, mais concernait aussi la France, qui a signé, donc, qui a été partie prenante en première ligne donc, de cette déclaration des droits de l'homme de 1948. Donc, la fin des travaux forcés en 1946, c'est très important parce que les travaux forcés, ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est une manière pour les administrations et quelquefois des entreprises de réquisitionner les populations locales et de les faire travailler d'une manière qui n'est pas, en tout cas, respectueuse, on va dire, des droits de l'homme. Donc c'est important de bien le noter. 1948, 1956, puisqu'on est parti de la conférence de Brazzaville, où il a été question de la décolonisation, en tout cas de la démarche d'émancipation des populations, 1956, la loi cadre, c'est-à-dire la loi de Gaston Defferre qui a permis, je dirais, de mettre sur les rails le cadre dans lequel les anciennes colonies françaises vont pouvoir soit choisir de rester dans le cadre de la communauté française, soit accéder à l'indépendance. Et c'est ce qui s'est passé exactement le 28 septembre 1958, en même temps qu'on a voté en France donc la constitution de la Ve République. Donc on a voté donc cette on a voté donc cette disposition. On a posé la question aux colonies de savoir est-ce que vous choisissez de rester dans le cadre de la communauté française ou est-ce que vous choisissez l'indépendance. Un seul pays a choisi l'indépendance, c'est la Guinée. Les autres pays ont choisi de rester dans le cadre de la communauté française. Et donc, à partir de et ce jusqu'en 1960, où les États africains, où les Africains ont pris leur indépendance. Alors, 1960, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que pour bien éclairer la question des droits de l'homme en Afrique, on est tenté, je dirais presque obligé, de faire un parallèle avec la situation politique dans les pays africains. Quelle est la situation politique dans les pays africains au lendemain des indépendances? La première chose, c'est que, en général, nous sommes dans un système de parti unique. C'est-à-dire que donc, les droits politiques, en tout cas la démocratie, n'est pas vraiment dans l'environnement dans lequel vivent les Africains. Après, il y a eu une période, je dirais, d'instabilité, entre guillemets, mais une période de coups d'État. Beaucoup de coups d'État militaires, donc des régimes extrêmement autoritaires qui ont imposé aux populations des réalités sur le plan politique, des réalités assez difficiles. Donc, dans ces moments-là, naturellement, on ne peut pas dire que les droits de l'homme aient été vraiment en première ligne, en tout cas, aient été véritablement respectés donc, sur le continent africain. Donc, il a fallu attendre, je dirais, la fin des années 80, ou en tout cas, que les années 80 s'approchent, pour qu'on passe véritablement à autre chose, puisque c'est à ce moment-là que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été signée, si vous voulez,
Et il a fallu attendre 1986 pour que cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples entre en vigueur, donc sur l'ensemble des pays africains. Donc ça veut dire que les droits de l'homme sont devenus une préoccupation des États, une préoccupation des populations, largement avant, mais en tout cas sur le plan institutionnel, sur le plan conventionnel, à partir de cette période donc du milieu des années 80. Alors concrètement, il y a eu plusieurs déclinaisons. La première déclinaison, c'est que naturellement, du fait que le continent africain a une organisation qui jusqu'en 2002 s'appelait l'Organisation de l'Unité africaine et est devenue à partir de 2002 l'Union africaine, il y a eu des déclinaisons sur le plan juridique et sur le plan du respect, je dirais, de la problématique des droits de l'homme. Donc, rattaché à l'Organisation de l'Unité africaine et à l'Union africaine, il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et à côté de ça, la Cour africaine des droits de l'homme, et après, la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Alors tout ça, bien sûr, montre que, au-delà je dirais, des réalités du terrain, les États ont pris conscience, à partir de ces années-là, de la nécessité d'aller vers une autre approche, je dirais juridique, une autre approche de la réalité des hommes. Pourquoi? Parce qu'en 1990, il y a eu un basculement extrêmement important en Afrique. Et le basculement, c'est que on peut dire que tout ce qui a existé avant sur le plan politique est presque tombé par terre. Pourquoi? Parce que les États se sont retrouvés dans des situations économiques extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Et la réalité, c'est que à partir du Bénin, il y a eu une forme de reconstitution, on va dire, politique des États africains, à partir de ce qu'on a appelé des conférences nationales. Alors, c'était quoi les conférences nationales? C'est-à-dire que les populations africaines, les dirigeants, tout un ensemble de structures locales, se sont retrouvés, ont décidé d'échanger. C'était en fait des formes de... C'était presque des constituantes. C'est-à-dire on déballe, on discute, on échange de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc., de manière à repartir sur de nouvelles bases, mais des bases à travers lesquelles les populations adhéraient. Et donc, cela s'est passé donc, au début des années 90, et cela a naturellement influencé et accéléré, je dirais, ce souci permanent, important, autour des droits de l'homme. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la partie, on va dire, institutionnelle, qui touche les populations, puisqu'il y avait les conférences nationales, mais malheureusement, dans la réalité, les choses ont été beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des guerres dans différents pays africains, des guerres qui ont entraîné malheureusement le non-respect, je dirais, des droits de l'homme. Je passe sur le génocide du Rwanda, qui bien sûr a marqué plus d'un esprit. Il y a eu les guerres en RDC, République démocratique du Congo, ça continue toujours. En Sierra Leone, on s'en rappelle. Au Libéria, en Angola, parce qu'au milieu de tout ça, il y a les guerres de libération, au Mozambique aussi. Il y a eu la Somalie qui a complètement explosé. Il y a eu le problème du Soudan, l'opposition entre les populations du nord du Soudan qui étaient plutôt musulmanes et les populations chrétiennes du sud. Alors, à chaque fois qu'il est question de guerre, en général, malheureusement, il y a des problèmes de droits de l'homme qui ont été posés, qui se sont posés et qui, malheureusement, n'ont pas été toujours réglés. Alors, quelle est la situation, je dirais, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est un peu dans une période un peu, on va dire, d'accalmie. Après qu'en Afrique et que la communauté internationale ait tiré les conséquences, entre guillemets, des différentes guerres dont je vous ai parlé, par la création de tribunaux, donc de tribunaux pénaux. Donc, il y a eu le tribunal pénal international pour le Rwanda. Bon, il y a le tribunal international donc, pour le Libéria, etc., etc. Et naturellement, jusqu'à présent, on voit l'évolution avec la Cour pénale internationale qui pour le moment, en tout cas, du point de vue des personnes, en tout cas, qui sont impliquées, sont essentiellement des pays africains. Mais je dirais que ça, c'est un peu la partie que nous voyons tous un peu de manière un peu plus claire. Mais il y a ce que j'appelle, sur le terrain, il y a des éléments qui sont des éléments sournois. Quand je dis des éléments sournois, c'est-à-dire que
on ne se rend pas toujours compte, ce ne sont pas des droits physiques tels qu'on les imagine, puisque souvent quand on parle de droits de l'homme, on pense bien sûr aux droits politiques, mais on pense surtout à l'intégrité physique, etc. Il y a des problèmes qui sont liés aux droits économiques, des inégalités qui pour moi relèvent du non-respect des droits de l'homme. Il y a tout ce qui concerne par exemple, bien sûr les viols dans les différents conflits. Le prix Nobel du docteur Mukwege nous le rappelle. Mais il y a aussi des problèmes qui sont liés, par exemple, aux enfants fantômes. Il y a des enfants, des personnes qui, en Afrique, naissent, n'ont pas de papier, ne sont répertoriés nulle part, et qui donc sont comme des personnes qui n'existent pas. Pour moi, il me semble que c'est l'un des problèmes, en tout cas de non-respect des droits de l'homme, auxquels les États africains, ainsi que les différentes structures au niveau international, doivent réagir. On a parlé tout à l'heure de la question des femmes, le genre. On voit que du point de vue donc du respect de l'égalité au niveau des genres, l'Afrique fait de gros efforts en tout cas. On voit que le Rwanda progresse, dans d'autres pays aussi, et c'est une préoccupation en tout cas qui rentre en ligne de compte au-delà des droits politiques, puisque maintenant, vous avez certainement pu le constater, en suivant un tout petit peu l'actualité africaine, vous avez dû vous rendre compte de la préoccupation et la tendance lourde des Africains à en tout cas aspirer et appliquer la démocratie, en tout cas tout ce qui permet aujourd'hui d'exprimer de manière tout à fait concrète leurs droits politiques. Alors, je ne pourrais pas terminer sans parler de l'information. Pourquoi? Parce que l'un des interlocuteurs tout à l'heure en a parlé, l'un des intervenants. L'information, pourquoi? Parce que dans les années 80, l'UNESCO avait un directeur général qui s'appelait Amadou Matambo, qui venait du Sénégal, et qui déjà avait pensé que l'information était une donnée fondamentale par laquelle aussi s'exprimaient quelque part les droits de l'homme. Il avait parlé d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Donc tout ça nous conduit à bien comprendre que la question des droits de l'homme aujourd'hui sur le continent africain est une question qui est prise à bras le corps, mais qui est malheureusement sabotée, entre guillemets, par tout un ensemble de personnes, tout un ensemble de conflits que nous voyons un peu partout. Et j'aimerais finir mon intervention par un texte extrait d'un poème écrit par un poète sénégalais qui s'appelle Birago Diop et qui montre pourquoi la question des droits de l'homme n'est pas seulement une question pour les vivants, c'est aussi une question pour les morts. C'est-à-dire que la mémoire, rien que pour ça, l'importance de la mémoire, on parlait tout à l'heure du fait qu'on avait jugé certaines personnes, on n'avait pas jugé d'autres. La question de la mémoire est une question très importante et donc je voulais juste conclure avec ça. Donc le poème s'appelle justement « Souffle » et il dit, Birago Diop, « Écoute plus souvent ». Ce qui est intéressant de mon point de vue dans ce texte, c'est que c'est à la fois, c'est les droits de l'homme au sens vraiment large, puisque là, il ne s'agit pas seulement des personnes, mais il s'agit aussi des droits de la nature, du respect, de l'échange qu'on a avec la nature. Birago Diop dit « Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Mais je vous dis que rien que pour ce texte-là, et pour penser aux morts, je crois qu'il est important de continuer en Afrique comme ailleurs à défendre les droits de l'homme. Je vous remercie. Merci.